La veille de Noël 1867, au cœur des terres de plantation du delta de la Loire, une esclave de cuisine de 30 ans nommée Sarah fit fondre de la graisse dans 3 énormes chaudrons de fer, mais elle ne préparait pas des beignets de fête. Elle créait une mort liquide à exactement 190 degrés Celsius, la température précise nécessaire pour tuer 4 hommes adultes en moins de 30 minutes. Ce que ses maîtres, le colonel Théodore Moreau et ses 3 fils, ignoraient en rentrant de l'office de minuit, c'est que Sarah avait entendu leurs rires cruels la veille, des rires au sujet de la liberté qu'ils lui avaient promise comme cadeau de Noël, une promesse qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de tenir. Dans un système de plantation bâti sur la suprématie blanche absolue, l'impossible s'était produit. Une femme asservie avait transformé la cuisine même qui symbolisait sa servitude en une chambre d'exécution, n'utilisant rien d'autre que de la graisse de cuisson et 30 années de rage accumulée. 4 membres d'une des familles de planteurs les plus influentes de la Gironde allèrent mourir en hurlant dans la graisse bouillante qui aurait dû frire leur festin de Noël. Des morts si atroces que l'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans les quartiers d'esclaves à travers tout le sud-ouest, changeant à jamais l'équilibre psychologique du pouvoir entre maîtres et ceux qu'ils prétendaient posséder. Cette chaîne explore les recoins les plus sombres de l'histoire française, là où le désespoir rencontre la violence, et où la justice prend des formes qui remettent en cause tout ce que nous croyons savoir sur le bien et le mal. Si vous n'êtes pas prêt à affronter les réalités brutales de la manière dont l'oppression engendre la résistance, ce contenu n'est pas pour vous. Mais si vous voulez comprendre les histoires non racontées qui ont façonné notre nation, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous et avez-vous déjà entendu des murmures de l'histoire de Sarah dans votre région? Le delta de la Loire s'étendait comme un tapis d'émeraude sombre à travers le sud-ouest de la France en cet hiver de 1867, son sol alluvial fertile encore ivre du sang de près de 400 000 âmes asservies qui avaient travaillé ces terres avant la guerre. Selon les registres du recensement fédéral de 1870, conservés aux archives départementales de la Gironde, ce seul département comptait plus de millionnaires par habitant que Paris. Leur fortune bâtie sur le coton qui avait nourri l'appétit insatiable du monde pour l'or du Sud. L'air humide de décembre portait le parfum des fleurs de magnolia mêlé à quelque chose de bien plus sinistre, le désespoir d'un système mourant s'accrochant à son dernier souffle. Bordeaux se dressait comme le joyau de cet empire, ses demeures d'avant-guerre surgissant telles des monuments blancs à la servitude humaine le long des quais dominant les eaux boueuses de la Garonne. Le colonel Théodore Moreau incarnait tout ce que représentait l'ancien Sud-Ouest, son nom paraissant régulièrement dans les pages mondaines du Courrier de Bordeaux tout au long de l'année 1867 comme l'un des planteurs les plus influents du delta de la Loire. Né en 1815 dans l'aristocratie terrienne de Normandie, Moreau avait hérité du domaine du Magnolia de la famille de son épouse défunte en 1845, l'ayant transformé en un empire de plus de 1300 hectares, cultivé par 247 esclaves. Veuf à 52 ans, il vivait dans un somptueux manoir de style néo-grec, dont les hautes colonnes blanches semblaient transpercer le ciel de décembre comme des lances d'albâtre. Ses 3 fils étaient revenus au domaine après la guerre. Antoine, 28 ans, ancien lieutenant avec des yeux morts et un tempérament explosif. Charles, 25 ans, qui avait pris en charge la gestion quotidienne et brutale de la plantation. Et Jean, 22 ans, le plus jeune et sans doute le plus cruel, tout juste revenu de ses études à Nantes avec des idées modernes sur la gestion de la propriété. L'hiver de 1867 apportait des tensions inhabituelles au delta de la Loire, comme en témoigne le journal personnel du juge Samuel Cartier, aujourd'hui conservé aux archives historiques de Bordeaux. Les anciens soldats de l'Empire étaient rentrés chez eux pour découvrir un monde bouleversé, tandis que les esclaves affranchis mettaient à l'épreuve les limites de leur liberté avec une audace croissante qui rendait les propriétaires terriens nerveux, comme des chats sous l'orage. Le bureau des affranchis avait établi des bureaux à Bordeaux, mais leur autorité s'étendait à peine au-delà des limites de la ville, laissant des hommes comme Moreau gouverner leur domaine d'une main de fer, comme ils l'avaient toujours fait. Noël approchait, et la famille Moreau se préparait à sa célébration annuelle avec la même grandeur ostentatoire qui marquait ses fêtes d'avant-guerre, déterminée à prouver que certaines choses ne changeraient jamais. Ce que les braves gens de la Gironde ignoraient, c'est que dans la cuisine du domaine du Magnolia, une femme nommée Sarah observait, écoutait et préparait lentement quelque chose qui transformerait leur manoir immaculé
en un monument d'une toute autre histoire. Sarah était arrivée au domaine du Magnolia le 15 mars 1867, acheté pour 800 francs à l'étude de la Roseraie, un domaine ruiné près de La Rochelle. Un prix qui reflétait non seulement son âge et sa force, mais aussi ses talents légendaires en cuisine. Selon le registre du domaine conservé dans les papiers de la famille Moreau à l'université de Bordeaux, elle mesurait presque 1,80 m, avec des mains calleuses qui racontaient des décennies passées à manier des poêles en fonte et à entretenir des fourneaux à bois. Sa mère avait été cuisinière en chef dans l'une des plus prestigieuses plantations de sucre des Antilles françaises, et elle lui avait transmis chaque secret de la cuisine créole, ainsi qu'un savoir bien plus dangereux, une connaissance intime de la manière dont la graisse animale se comportait lorsqu'elle était chauffée à des températures létales. Sarah savait exactement combien de bûches de chêne ajouter au feu, combien de temps attendre, et le moment précis où la graisse bouillonnante cessait d'être un simple ingrédient de cuisson pour devenir une mort liquide. La cuisine du domaine du Magnolia devint le royaume de Sarah en quelques jours, une caverne étouffante de fours de briques et de chaudrons de fer, où elle travaillait 16 heures par jour à préparer les repas de la famille Moreau et de leurs invités fréquents. L'enquête de 1868 du docteur Guillaume Thornton, conservée aux archives d'État de la Gironde, la décrivait comme exceptionnellement habile dans la préparation de festins élaborés, notant qu'elle pouvait servir des banquets de 50 convives en n'utilisant que de la fonte et des flammes vives. Les autres esclaves murmuraient que Sarah avait de la magie dans les mains, capable de transformer les ingrédients les plus simples en plats qui faisaient pleurer de plaisir des hommes adultes. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le véritable don de Sarah ne résidait pas dans la création, il était dans la compréhension précise de la science de la destruction, en particulier la façon dont les graisses animales conduisaient et retenaient la chaleur bien plus longtemps que l'eau ne le pourrait jamais. Au 5e jour de son arrivée au domaine, Sarah fut témoin d'un événement qui planta la première graine de ce qui allait suivre. Tommy, un garçon de 15 ans qui aidait à la cuisine, renversa accidentellement un grand bol de bois rempli de farine en transportant des provisions depuis le garde-manger. La colère du colonel Moreau fut immédiate et volcanique. « Espèce de petit nègre maladroit !» hurla-t-il, son visage prenant la couleur rougeâtre d'une écrevisse bouillie. « Attachez-le au poteau et donnez-lui 50 coups de fouet, puis laissez-le là 3 jours avec seulement de l'eau. Peut-être qu'il apprendra ainsi à faire attention à ma propriété. » Sarah observa en silence tandis qu'on traînait le garçon terrifié, ses supplications résonnant dans toute la plantation comme les cris d'un animal blessé. Tommy mourut au 3e soir, le dos ouvert comme de la chair crue, et on l'enterra sans cérémonie dans une tombe anonyme derrière la filature de coton. En ce matin de décembre, alors que Sarah se tenait à la fenêtre de sa cuisine et les voyait recouvrir de terre une autre vie fauchée pour rien de plus qu'une maladresse, elle fit une promesse silencieuse qui transformerait bientôt la célébration de Noël de la famille Moreau en quelque chose que personne en Gironde n'oublierait jamais. 3 semaines après les funérailles de Tommy, par une soirée de septembre étouffante où l'air pesait lourd comme de la mélasse, le colonel Moreau se trouvait seul sur la grande véranda du domaine, avec pour seule compagnie une bouteille de cognac de Charente et sa conscience coupable. Selon le témoignage ultérieur de Sarah, consigné dans la Gazette de Nantes en 1905 lors d'un rétrospectif sur la résistance servile, le colonel buvait lourdement depuis le coucher du soleil, marmonnant sur les temps qui changeaient et sur les nègres ingrats qui ne semblaient en plus le craindre comme autrefois. Lorsque Sarah sortit de la cuisine pour débarrasser ses plats, la langue déliée par l'alcool du colonel scella le destin de sa famille par des mots qui semblaient généreux, mais portaient en eux la sentence de mort. « Sarah, ma fille, » balbutia-t-il en agitant son verre de cristal. « Tu cuisines mieux que feu, ma chère épouse. Continue comme ça, et je pourrais bien te donner tes papiers de liberté à Noël. Ce ne serait pas quelque chose de spécial ?» Sarah sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un oiseau en cage désespéré de s'échapper, tandis que les paroles du colonel déferlaient en elle. Liberté, le mot que chaque esclave murmurait comme une prière au cœur de la nuit, le rêve qui les soutenait à travers des jours sans fin de labeur éreintant et d'humiliation. « Vous le pensez vraiment, maître Théodore ?» demanda-t-elle, veillant à cacher l'espoir tremblant de sa voix, tandis que ses mains continuaient leur tâche régulière en débarrassant la vaisselle. Le colonel hocha la tête avec gravité, satisfait de sa propre magnanimité, expliquant qu'une cuisinière de son calibre valait davantage comme femme libre payée que comme propriété qu'il fallait nourrir et loger. Pour la première fois en 30 années d'asservissement, Sarah s'autorisa à imaginer une autre vie, une cabane à elle, des gages dans sa poche, le droit de dire non et de s'en aller.
Tout au long des mois d'automne 1867, Sarah se jeta dans son travail avec une vigueur renouvelée qui impressionna même la famille Moreau, pourtant réputée difficile à satisfaire. Elle se levait avant l'aube pour préparer des petits déjeuners élaborés, passait ses journées à concevoir des menus complexes pour le dîner, et travaillait tard le soir à perfectionner des desserts qui auraient de fait l'envie des plus grands restaurants de Nantes. En octobre, comme l'attestent les notes de journal de Charles Moreau conservées à la Fondation historique de Bordeaux, le colonel répéta sa promesse devant ses 3 fils lors du dîner dominical, déclarant que « cette négresse cuisine comme un ange et mérite sa récompense ». Les fils acquiescèrent. Antoine commenta que les esclaves affranchis travaillaient souvent plus dur lorsqu'ils avaient quelque chose à perdre, tandis que Charles suggéra qu'il pourrait même garder Sarah comme employée rémunérée après son émancipation. Mais ce que Sarah ignorait, alors qu'elle préparait le festin de Noël le plus somptueux de sa carrière et rêvait de signer ses papiers de liberté, c'est que les hommes Moreau avaient déjà décidé de son sort, au cours d'une conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Une conversation qui transformerait leur célébration de Noël d'un moment de joie en 30 minutes d'horreur inimaginable. Le soir du 23 décembre 1867, un vent chaud et anormal soufflait sur le delta de la Loire, du genre qui faisait secouer la tête aux anciens et murmurer que l'orage approchait. Sarah astiquait l'argenterie de famille dans la salle à manger, lorsqu'elle perçut des voix s'échapper du bureau du colonel Moreau. Le timbre grave d'Antoine se mêlant au ton éraillé de son père, alourdi par le whisky, dans ce qui semblait être une conversation banale d'affaires de domaine. Selon le rapport du shérif de la Gironde déposé 3 jours plus tard, aujourd'hui conservé aux archives départementales, les murs minces de la maison et l'agencement stratégique des pièces faisaient que les discussions du bureau se portaient clairement jusque dans la salle attenante. Les mains de Sarah continuaient leur polissage mécanique tandis qu'elle tendait l'oreille, une intuition profonde lui disant que ce qu'elle entendait allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de son avenir. « Papa, tu ne songes pas sérieusement à affranchir Sarah, n'est-ce pas ?» La voix d'Antoine portait l'assurance paresseuse d'un homme qui n'avait jamais remis en question son droit de posséder d'autres êtres humains. Bon sang, cette femme vaut plus que la plupart de nos ouvriers des champs réunis. Et avec tout ce qu'on raconte sur la pénurie de main-d'œuvre, vendre des domestiques qualifiés devient chaque jour plus rentable. Le rire du colonel Moreau résonna comme du verre brisé raclant l'âme de Sarah lorsqu'il répondit « Mon fils, je n'ai jamais eu l'intention de libérer cette négresse. Je lui ai simplement dit cela pour tirer plus de travail d'elle. Ces esclaves sont comme des enfants. Promets-leur des friandises et ils feront tout ce que tu veux. Elle cuisine comme si sa vie en dépendait depuis que j'ai agité cette carotte de liberté sous son nez. » La cuillère d'argent glissa alors des doigts soudain inertes de Sarah, heurtant le parquet dans un fracas qui sembla résonner dans tout son corps. Sarah se plaqua contre le mur, le cœur battant si fort qu'elle était certaine que toute la maison pouvait l'entendre, tandis que Charles entrait dans la conversation avec ses propres observations cruelles. « Astucieux, papa. Je l'ai observé, et elle travaille 2 fois plus dur depuis que tu as fait cette promesse. Peut-être devrions-nous la faire patienter encore quelques mois, voir combien nous pouvons en tirer avant de la vendre à l'une de ces plantations de sucre aux Antilles. » Le rire des 3 hommes emplit le bureau comme un gaz empoisonné, chaque éclat confirmant la réalité dévastatrice. Les rêves de liberté de Sarah n'avaient été rien de plus qu'une plaisanterie élaborée, conçue pour extraire le maximum de travail de son corps vieillissant. La voix de Jean, le plus jeune et d'une certaine façon, le plus vicieux, acheva de sceller le cercueil des espoirs de Sarah. D'ailleurs, si nous commençons à affranchir les domestiques, les ouvriers des champs prendront des idées. Mieux vaut leur donner des promesses, puis leur rappeler qui commande réellement. Alors que Sarah restait figée dans cette salle à manger, les mains encore couvertes de pâte à polir l'argenterie et tremblantes, quelque chose de fondamental bascula dans son âme. Non pas seulement du chagrin ou de la colère, mais une fureur froide et calculatrice qui, au cours des 18 heures suivantes, se transformerait d'une dévastation émotionnelle en un plan méthodique pour la vengeance la plus parfaitement orchestrée de l'histoire du delta de la Loire. Cette nuit-là, du 23 au 24 décembre, Sarah resta allongée sur sa mince paillasse dans les quartiers des esclaves, écoutant la respiration rythmée des autres femmes autour d'elle, tandis que son esprit filait à toute vitesse, calculant les possibilités comme un maître d'échecs déplaçant ses pièces. Selon le récit détaillé qu'elle donna plus tard au père Antoine Dubourg à la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, conservé dans les registres de confession de l'Église, Sarah ne dormit pas une seule minute cette nuit-là. Elle planifia méthodiquement chaque aspect de ce qui allait se dérouler dans la cuisine des Moreau dans les 18 heures suivantes.
L'air lourd et humide de décembre pesait sur les quartiers exigus comme une couverture étouffante, mais les pensées de Sarah restaient d'une clarté absolue, tandis qu'elle passait en revue chaque détail de la routine de la famille pour la veille de Noël. Leur départ pour l'office de minuit à 18h, leur retour inévitable vers 21h, et leur tradition de goûter aux friandises de fête dans la cuisine avant le grand festin. La connaissance culinaire de Sarah devenait son arme alors qu'elle gisait dans l'obscurité, son esprit retournant sans cesse les propriétés meurtrières de la graisse animale portée à des températures extrêmes. Elle savait, pour l'avoir appris au fil d'années d'accidents de cuisine, que le saindoux bouillant ne se contentait pas de brûler. Il s'agrippait à la peau comme du napalm, continuant à cuire la chair longtemps après le premier contact, et contrairement à l'eau, il ne pouvait être ni lavé ni refroidi facilement. Le traité médical de 1851 du docteur Samuel Cartwright, Maladies et particularités de la race noire, conservé aux archives de l'école de médecine de Bordeaux, rapportait plusieurs cas d'esclaves morts d'accidents de cuisine impliquant des graisses surchauffées, décrivant ces blessures comme plus sévères et plus persistantes que celles causées par la flamme ou l'eau bouillante. Sarah avait été témoin de ces drames de ses propres yeux et comprenait qu'avec 3 grands chaudrons en fonte remplis de graisse chauffée à la bonne température, elle disposait de suffisamment de morts liquides pour venir à bout de 4 hommes adultes sans difficulté. Au fil des heures qui s'étiraient, et tandis que les premières lueurs de l'aube se glissaient par les fissures des murs de bois des quartiers, le plan de Sarah prit dans son esprit une dimension presque rituelle. Non pas simplement un meurtre, mais une forme de justice poétique qui retournerait contre ses maîtres le système même d'hospitalité de la plantation dont ils s'enorgueillissaient. Les hommes moraux se vantèrent de leur palais raffiné et de leur goût pour la grande cuisine. Ils allaient périr par la même graisse qui avait frit leurs innombrables repas somptueux, servis par les mêmes mains qui avaient nourri leur famille pendant des mois. Il y avait là une symétrie qui touchait quelque chose de profond dans l'âme de Sarah, une conviction que ce n'était pas seulement une vengeance, mais la restauration d'un équilibre cosmique brisé par des générations de cruauté et de promesses trahies. Lorsque Tante Rose commença à bouger dans la paillasse voisine, Sarah avait déjà répété mentalement chaque étape de la journée à venir, de la préparation innocente du petit déjeuner du matin jusqu'au massacre savamment orchestré du soir. Et elle savait avec une certitude absolue qu'avant le coucher du soleil de cette veille de Noël, le règne de terreur de la famille Moreau prendrait fin dans la même cuisine où leurs richesses avaient été préparées et servies pendant plus de 20 ans. Le matin du 24 décembre se leva gris et oppressant sur le delta de la Loire, avec des nuages bas semblant peser sur le domaine du Magnolia comme un linceul funéraire. Sarah se leva avant même que la cloche de la plantation ne sonne, accomplissant sa routine matinale avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui répétait ses gestes depuis des décennies, mais ce jour-là, chacun de ses mouvements portait le poids d'une intention mortelle. Selon les registres d'inventaire retrouvés dans la cuisine des Moreau après le massacre, conservés aux archives du tribunal de la Gironde, Sarah commença ses préparatifs en sélectionnant 3 des plus grands chaudrons en fonte du domaine, chacun capable de contenir près de 60 litres de liquide, et les disposa stratégiquement autour du foyer de briques. Elle remplit chaque pot de saindoux provenant de la fumoire de la plantation, cette graisse blanche amorçant lentement sa transformation en or mortel, tandis qu'elle augmentait progressivement la chaleur sous chaque récipient. La famille Moreau passa sa veille de Noël dans une ignorance béate de ce qui mijotait dans leur cuisine. Le colonel recevant des invités sur la véranda tandis que ses fils se préparaient pour l'office religieux du soir à l'église Saint-Pierre, au centre de Bordeaux. Sarah conserva toute la journée son masque d'efficacité joyeuse, préparant le repas de midi de la famille et mettant de l'ordre dans la grande maison, tout en gardant un œil constant sur ses 3 chaudrons. Elle testait périodiquement la température en y laissant tomber de petits morceaux de pain, les regardant disparaître dans de violentes explosions de bulles dorées, chaque essai rapprochant le saindoux de la température précise qui le rendrait instantanément létal au contact de la chair humaine. Selon les relevés météorologiques de la Société historique de la Gironde pour le 24 décembre 1867, les températures avaient atteint un niveau anormal de 25 degrés, rendant la chaleur de la cuisine presque insupportable, tandis que Sarah veillait sur ses préparatifs funestes. Alors que le soleil de décembre amorçait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de la couleur du sang séché, la famille Moreau se préparait à partir pour l'office traditionnel de minuit, celui qui offrirait à Sarah les dernières heures dont elle avait besoin. Vers 17h30, le colonel Moreau apparut dans l'embrasure de la cuisine, resplendissant dans son plus beau costume noir et exhibant sa montre de gousset étincelante,
pour informer Sarah que la famille reviendrait vers 21h et s'attendait à trouver le festin de la veille de Noël prêt. « Assure-toi que tout soit parfait, ma fille », ordonna-t-il en ajustant ses boutons de manchette avec l'arrogance décontractée d'un homme qui se croyait intouchable. « Ce soir sera spécial, un Noël dont cette famille se souviendra à jamais. » Sarah acquiesça respectueusement, ses mains ne cessant jamais de remuer l'un des chaudrons bouillonnants, et répondit avec une servilité parfaite. « Oui, maître Théodore, ce sera un Noël que personne n'oubliera jamais. » À 18h précises, comme l'attestent les registres de présence à l'église Saint-Pierre, la famille Moreau quitta Bordeaux dans sa plus belle calèche, laissant Sarah seule avec ses 3 chaudrons d'or en fusion et 3 heures pour achever la préparation la plus méthodique d'un meurtre de toute l'histoire du delta de la Loire. Une préparation qui allait transformer leur fête de Noël en une scène digne du plus profond cercle de l'enfer de Dante. Le bruit des roues cerclées de fer roulant sur les coquilles d'huîtres broyées annonça le retour de la famille Moreau à 21h17. Selon la montre de gousset retrouvée serrée dans la main morte du colonel 3 heures plus tard. Sarah entendit leur voix flotter dans l'air de cette nuit de décembre, le rire tonitruant d'Antoine, Charles discutant des prix du coton, et Jean fredonnant un cantique qu'ils avaient chanté lors de l'office de Noël. Les 3 chaudrons de Saint-Doux avaient atteint la température parfaite durant leur absence, chacun bouillonnant avec la consistance douce de l'or liquide, chauffé à exactement 190 degrés. Assez chaud pour tuer instantanément, mais pas au point de s'enflammer et de ruiner le plan minutieusement orchestré de Sarah. Comme l'indique le rapport de l'incident rédigé par le shérif Beauregard, conservé aux archives judiciaires de la Gironde, la famille entra par la grande porte, joyeuse et insouciante, appelant Sarah pour qu'elle leur apporte quelques-uns de ses célèbres beignets de Noël avant le festin de minuit. « Sarah, Sarah, où te caches-tu » La voix du colonel Moreau résonna à travers la grande maison tandis qu'il desserrait sa cravate du dimanche. Le cognac partagé avec les autres fidèles après l'office le rendant plus jovial qu'à l'accoutumée. Sarah sortit de la cuisine vêtue de son tablier le plus propre, le visage figé dans ce même masque de jovialité servile qu'elle portait depuis 9 mois, et annonça qu'elle avait préparé des beignets tout frais, comme il l'avait demandé. « Ils sont encore chauds, maître Théodore », dit-elle en désignant la cuisine d'un geste des mains restées parfaitement stables, malgré ce qui allait se produire. « Pourquoi ne viendriez-vous pas les goûter maintenant, tant qu'ils sont à leur meilleur ?» Les 4 hommes la suivirent avec empressement, leurs bottes résonnant sur le parquet poli alors qu'ils s'avançaient vers ce qu'ils croyaient être une agréable collation de la veille de Noël. La cuisine luisait comme une scène sortie de l'enfer, illuminée par les flammes sous les 3 énormes chaudrons et par la lueur vacillante des lampes à huile qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de briques. Sarah se plaça stratégiquement entre les hommes Moreau et l'unique issue de la pièce, puis tourna discrètement la lourde clé de fer dans la serrure. Un bruit qu'aucun d'eux ne remarqua, absorbés par leur discussion animée sur le sermon du soir et les projets du lendemain de Noël. « Mon Dieu, Sarah, il fait une chaleur d'enfer ici », se plaignit Charles en desserrant son col, tout en jetant un regard curieux vers les chaudrons bouillonnants. « Combien de graisse as-tu fait fondre? On dirait que tu comptes nourrir la moitié de la Gironde. » Le sourire de Sarah ne vacilla pas tandis qu'elle expliquait qu'elle avait voulu s'assurer qu'il y ait suffisamment de beignets frais pour la célébration de Noël de la famille, tout en calculant intérieurement la distance exacte entre chaque homme et le chaudron de mort le plus proche. Ce qui se produisit ensuite allait transformer la veille de Noël de la famille Moreau d'un moment de célébration religieuse en 30 minutes d'exécution méthodique qui ferait du nom de Sarah un murmure transmis dans les quartiers d'esclaves de la Loire jusqu'aux Antilles pour des générations à venir. Le bruit des roues cerclées de fer sur le gravier annonça le retour de la famille Moreau à 20h47. Selon la montre de gousset retrouvée sur le corps du colonel et mentionnée dans le rapport de scène de crime du shérif Nathan Bradley. Sarah entendit leur voix avant de les voir. Le rire tonitruant d'Antoine, se mêlant aux plaintes de Charles à propos du sermon interminable de l'abbé Patterson, tandis que Jean amusait les autres de ragots entendus dans le vestibule de l'église. La famille entra par le grand portail du manoir, l'esprit joyeux après le vin de Noël partagé avec les paroissiens, et la satisfaction d'une année de convenance sociale bien accomplie. Sarah s'était placée près de la lourde porte en chêne de la cuisine, les mains stables malgré l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à déchaîner, écoutant le bruit de leurs pas résonner dans le vestibule de marbre. Derrière elle, les 3 chaudrons bouillonnaient avec une précision meurtrière, le Saint-Doux ayant atteint la température parfaite, assez chaud pour tuer sur le champ, mais pas au point de s'enflammer spontanément. « Sarah, Sarah, où es-tu » La voix du colonel Moreau résonna dans la maison,
avec le ton impérieux d'un homme habitué à l'obéissance immédiate. Sarah sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier, image même de la servitude docile, et salua la famille avec le même sourire déférent qu'elle portait depuis 8 mois. « Bonsoir, maître Théodore, jeunes messieurs, » dit-elle, sa voix ne trahissant rien de la fureur glaciale accumulée depuis 18 heures. « J'espère que vous avez apprécié l'office. J'ai presque terminé le souper de la veille de Noël, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être goûter quelques beignets tout frais que je viens de tirer de la graisse. Ils sont parfaits, et je sais combien vous appréciez ma cuisine. » Les yeux du colonel s'illuminèrent d'anticipation. Les beignets de Sarah étaient légendaires dans toute la Gironde, et il s'en était vanté devant la moitié de la congrégation. « Voilà ce que j'appelle de la véritable hospitalité », déclara le colonel Moreau en desserrant sa cravate de soie, tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine suivi de ses fils. « Mes garçons, vous allez goûter aux meilleurs beignets de toute la région. Cette femme a de la magie dans les mains, je vous le dis. » Sarah les conduisit dans la cuisine suffocante, notant avec satisfaction que les 4 hommes se trouvaient désormais enfermés entre les murs de briques, la lourde porte se refermant derrière eux dans un déclic feutré qu'elle s'assura de verrouiller avec le verrou de fer. La pièce ressemblait à l'intérieur d'une fournaise, illuminée par l'éclat infernal des 3 chaudrons et saturée du parfum écœurant de la graisse animale surchauffée. Antoine desserra son col en se plaignant de la chaleur, tandis que Charles remarquait que Sarah avait dû travailler comme le diable lui-même pour que tout soit prêt. « Maître Théodore, » dit Sarah en désignant le chaudron le plus proche, où la graisse dorée dansait de milliers de bulles captant la lumière du feu comme des étoiles malveillantes. « Voudriez-vous vérifier si cette graisse est assez chaude ? Vous avez un palais si fin pour ces choses-là. » Flatté par la déférence et avide de démontrer son expertise culinaire, le colonel s'approcha sans hésitation de cette mort bouillonnante. Et à cet instant, alors qu'il se penchait pour contempler l'or fondu qui deviendrait son tombeau, les mains puissantes de Sarah trouvèrent leur cible avec la précision d'une femme qui avait passé 30 ans à rêver de ce moment unique, parfait, de justice. Le cri du colonel Théodore Moreau déchira le silence de la nuit de Noël comme une cloche d'église coulée en enfer, sa voix montant à des aigus inhumains, tandis que les mains puissantes de Sarah l'enfonçaient, face la première dans le chaudron bouillonnant de graisse fondue. La graisse brûlante s'accrocha à sa peau comme du feu liquide, continuant à cuire sa chair alors même qu'il se débattait désespérément pour échapper à la marmite de fer devenue son tombeau. Selon le rapport d'autopsie du docteur Marcus Beauregard, déposé 3 jours plus tard au tribunal de la Gironde, la mort du colonel fut heureusement rapide. Le choc et le traumatisme infligés à son système nerveux par les brûlures étendues, l'ayant rendu inconscient en quelques secondes. Mais ses 3 fils durent assister à chaque instant de cette agonie. Charles se précipita instinctivement pour secourir son père, mais Sarah l'attendait, pivotant avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait chorégraphié cette danse de mort pendant 18 heures, et lui lança une pleine louche de graisse bouillante directement au visage et sur la poitrine. Les cris déchirants du fils cadet se mêlèrent aux gémissements mourants de son père, tandis que la graisse surchauffée traversait sa chemise du dimanche et pénétrait dans la chair en dessous, le tissu de coton fondant dans sa peau comme une seconde couche de torture. Charles recula en titubant, les mains griffant son visage en feu, ses traits parfaits se dissolvant sous l'assaut implacable de la graisse, qui continuait à le cuire de l'intérieur. Jean, le plus jeune et supposément le plus intelligent des fils Moreau, tenta une fuite désespérée vers la porte de la cuisine, ses mains s'acharnant sur le verrou de fer que Sarah avait soigneusement fermé. « Pitié, Sarah !» haleta-t-il, sa voix brisée par la terreur en réalisant l'ampleur de ce qui se déroulait. « On peut arranger ça. Je te jure, tu auras ta liberté, je le jure sur la tombe de ma mère. » Mais la réponse de Sarah ne vint pas en paroles, mais en acte. Elle renversa entièrement le second chaudron, en voyant une vague de mort fondue se répandre sur le sol de briques en direction du jeune homme piégé. Antoine, l'aîné et le plus aguerri des frères, puisa dans son expérience militaire une ultime tentative désespérée de survie. Il saisit une lourde poêle en fonte pour s'en servir à la fois comme bouclier et comme arme contre la femme qui était devenue la bourreau de sa famille. « Sale folle de négresse !» rugit-il, son entraînement d'officier impérial reprenant le dessus tandis qu'il tentait de se placer entre Sarah et le dernier chaudron de graisse mortelle. « Je te ferai brûler vive pour ça !» Mais Antoine commit une erreur tactique fatale. Il avait sous-estimé l'intelligence méthodique d'une adversaire qui avait passé 30 ans à étudier les faiblesses de ses maîtres. Sarah feinta sur la gauche, attirant son attention loin du 3e chaudron, puis pivota avec une rapidité surprenante et renversa le pot final directement sur la tête et les épaules de l'ancien lieutenant.
La cascade dorée le transforma d'un fier gentilhomme du sud-ouest en un corps tordu et hurlant, témoignage vivant du prix de la cruauté. En 28 minutes à peine après leur retour de l'office de Noël, les 4 hommes Moreau gisaient morts ou mourants sur le sol de la cuisine de leur propre manoir, leurs atours de fête réduits à des haillons fumants, tandis que Sarah se tenait au milieu du carnage, éprouvant un sentiment qu'elle n'avait pas connu en 3 décennies de servitude, la satisfaction profonde, viscérale, d'une justice parfaite servie à la température exacte. Pendant près d'1 heure après que le dernier fils Moreau eut cessé de respirer, Sarah resta debout au centre de sa cuisine, entourée des corps de 4 hommes et du silence écrasant qui suit les actes d'une irréversibilité absolue. Les murs de briques irradiaient encore la chaleur des chaudrons renversés, et l'air était saturé de l'odeur âcre de chair brûlée, mêlée de façon incongrue à la douceur persistante des épices de Noël qu'elle avait préparées plus tôt dans la journée. Selon son propre témoignage livré des années plus tard au journaliste d'investigation Thomas Wentworth de la Gazette de Nantes, Sarah ne ressentit aucun remords dans ces instants de calme, seulement une étrange impulsion de nettoyer et d'organiser, les mêmes instincts domestiques qui avaient gouverné sa vie durant 3 décennies, s'imposant encore au lendemain d'un quadruple homicide. Elle commença méthodiquement à redresser les meubles renversés et à essuyer les surfaces, non pour effacer des preuves, mais parce qu'abandonner une cuisine en désordre lui semblait trahir les principes mêmes qu'il avait soutenus tout au long de sa servitude. Peu à peu, les nécessités pratiques de la fuite vinrent pénétrer la rêverie de Sarah après le massacre, alors que l'horloge comtoise du salon Moreau sonnait 10 heures, ses notes mélodieuses résonnant dans le manoir soudain silencieux comme une marche funèbre. Elle savait que les autres familles de planteurs s'attendaient à voir les Moreau lors de diverses obligations sociales le jour de Noël, ce qui lui donnait peut-être 12 heures avant que quiconque ne découvre le carnage dans la cuisine. Sarah fouilla méthodiquement la maison à la recherche de tout ce qui pourrait faciliter sa fuite, découvrant la caisse personnelle du colonel Moreau, dissimulée derrière un panneau secret de son bureau, un détail qu'elle avait observé des mois plus tôt en faisant le ménage. Le coffret métallique contenait 127 francs en pièces d'or et en certificats d'argent, une somme plus importante que ce qu'un esclave pouvait espérer voir au cours d'une vie, ainsi que plusieurs bijoux ayant appartenu à feu Madame Moreau, des objets qui pourraient être discrètement revendus sur le marché noir florissant de Bordeaux. Avant de quitter pour toujours le domaine du Magnolia, Sarah fit une dernière visite au quartier des esclaves, où Tante Rose et les autres domestiques dormèrent d'un sommeil agité dans leurs couchettes étroites, inconscients que leur monde avait été bouleversé au cours des 2 dernières heures. Elle secoua doucement la vieille femme et lui murmura le strict nécessaire pour garantir la sécurité des autres. Tante Rose, il est arrivé quelque chose d'horrible à la famille Moreau, et je dois partir cette nuit. Quand ils trouveront les corps demain, tu diras que j'ai disparu dans la nuit et que personne n'a vu de quel côté je suis parti. Le visage marqué de rose ne montra aucune surprise, seulement l'acceptation lasse de celle qui avait trop vécu d'histoire pour s'étonner de ces éclats périodiques de violence. « Prends soin de toi, mon enfant », souffla-t-elle en glissant dans les mains de Sarah un petit baluchon contenant du pain de maïs et de la viande séchée. Certaines dettes ne peuvent être payées que dans le sang. À 2h30 du matin, le jour de Noël, Sarah mena hors de l'écurie le plus beau cheval de la famille Moreau, un alezan nommé Gabriel, et entama son chemin vers la liberté le long de la route du fleuve qui la conduirait à Bordeaux et vers une nouvelle identité que le delta de la Loire ne pourrait jamais lui reprendre. 3 jours de voyage prudent par les chemins de traverse et les sentiers longeant la rivière amenèrent Sarah au tumulte de Bordeaux, le 27 décembre 1867, où elle disparut dans le labyrinthe du quartier des Chartrons, comme un fantôme en quête de sanctuaire parmi les vivants. Selon les registres détaillés d'immigration, tenus par le maître du port et conservés au musée de la Gironde, la ville regorgeait alors de réfugiés, d'affranchis, d'aventuriers et de chercheurs de fortune dans le sillage de la guerre, en faisant l'endroit idéal pour se réinventer complètement. Sarah revendit en secret la broche de perles de Madame Moreau à un bijoutier discret de la rue Sainte-Catherine, pour obtenir assez d'argent afin de louer une petite chambre dans une pension créole de la rue Dauphine, se présentant comme Sarah Grace, une cuisinière récemment affranchie, cherchant un emploi domestique dans les riches foyers du quartier Saint-Michel. Son histoire, qu'elle avait travaillé pour une famille de planteurs morte dans un tragique incendie, était à la fois plausible et suffisamment commune pour écarter toute suspicion. En moins d'1 semaine après son arrivée, Sarah trouva un emploi auprès de la famille Beaumont, riche négociant créole français
qui possédait un magnifique hôtel particulier sur le cours Victor Hugo et cherchait une cuisinière expérimentée, familière aussi bien de la cuisine du Sud que de la cuisine créole. Madame Céleste Beaumont, selon les notes de son journal aujourd'hui conservées à la collection historique de Bordeaux, fut immédiatement impressionnée par les talents culinaires de Sarah et par son attitude calme et respectueuse, qui dissimulait pourtant une force intérieure de fer. « Elle prépare le jambalaya comme le faisait ma grand-mère », écrivit Madame Beaumont en janvier 1868, et son gumbo a fait pleurer mon mari de joie. Nous avons eu la chance de trouver un tel trésor. Sarah se jeta dans son travail avec la même précision méthodique qu'elle avait jadis appliquée à la préparation d'un meurtre, s'imposant rapidement comme l'une des cuisinières les plus recherchées du quartier Saint-Michel, auprès de familles qui appréciaient autant la discrétion que l'excellence culinaire. Les années s'écoulèrent paisiblement pour Sarah sous sa nouvelle identité, et en 1872, elle avait économisé assez d'argent pour louer son propre petit pavillon dans le quartier Saint-Michel, où elle fit la rencontre de Benoît Thibaudeau, un homme de couleur libre qui travaillait comme charpentier qualifié, bâtissant les balcons ouvragés et les volets sculptés qui donnaient à Bordeaux son caractère architectural si distinctif. Benoît était une âme douce, né libre en Haïti et immigré en France dans sa jeunesse, portant avec lui les récits des révoltes d'esclaves victorieuses et la promesse de l'autodétermination noire, des histoires qui résonnaient profondément avec l'expérience de Sarah. Leur cour fut discrète et respectueuse, vécue à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre, où ils assistaient ensemble à la messe chaque dimanche. Lorsque Benoît demanda sa main au printemps 1873, Sarah accepta, sachant que certains secrets resteraient à jamais enfouis dans la boue du delta de la Loire. Leur mariage eut lieu un matin humide de juin 1873, en présence d'un petit cercle de voisins du quartier Saint-Michel, qui respectaient Sarah Grace comme une femme à la force tranquille et à la dignité mystérieuse, sans soupçonner que la mariée avait jadis rendu une justice à la température exacte à 4 hommes qui se croyaient intouchables. Moins de 6 mois après le massacre de la veille de Noël, la légende de Sarah du Delta s'était répandue comme une traînée de poudre dans les quartiers d'esclaves de toutes les plantations, de Bordeaux aux campagnes environnantes, portée par les ouvriers des champs, les domestiques, et ce réseau invisible de communication qui reliait les communautés serviles à travers tout le Sud. Selon les entretiens d'histoire orale réalisés par le projet des écrivains fédéraux dans les années 1930 et aujourd'hui archivés à la Bibliothèque nationale, l'histoire prit des proportions mythiques en voyageant, chaque récit ajoutant de nouveaux détails qui reflétaient les espoirs et les peurs de ceux qui l'écoutaient. Certaines versions prétendaient que Sarah avait tué 8 hommes au lieu de 4. D'autres affirmaient qu'elle avait libéré tous les esclaves de la plantation avant de disparaître dans la nuit. Mais le noyau du récit demeurait intact. Une esclave de cuisine avait utilisé son savoir culinaire pour exercer une vengeance parfaite contre ses bourreaux et s'était échappée pour vivre libre. L'impact psychologique sur les propriétaires de plantations à travers tout le delta de la Loire fut immédiat et profond, comme en témoignent de nombreuses lettres et entrées de journaux intimes, conservées dans divers fonds d'archives historiques de la région. Le colonel Jacques Whitfield, du domaine du Chêne Vert, écrivit à son frère en Normandie: « Depuis cette terrible affaire survenue chez les Moreau, je surprends mon regard posé sur nos domestiques avec des yeux tout différents. Hier, je me suis surpris à tressaillir lorsque notre cuisinière m'a tendu mon café, me demandant si elle ne nourrissait pas les mêmes pensées meurtrières que cette diablesse de Sarah. Beaucoup de planteurs commencèrent à exiger que leurs cuisiniers esclaves goûtent les plats avant de les servir, tandis que d'autres allaient jusqu'à engager des contremaîtres blancs pour superviser toutes les activités de la cuisine. La saison de Noël de 1868 vit plusieurs familles de planteurs préférer loger dans les auberges de Bordeaux plutôt que de risquer de célébrer la fête dans leur propre demeure avec leurs propres domestiques. La communauté servile, elle, répondit à la légende de Sarah en créant ce qui devint connu sous le nom de champ de Sarah, un champ de travail qui se répandit des champs de coton aux rizières, de la Louisiane jusqu'à la Géorgie, chanté dans un langage codé qui permettait de dissimuler des idées dangereuses sous des couplets apparemment innocents. La chanson, telle qu'enregistrée par le folkloriste Alain Lomax dans les années 1940, disait « Sarah est allée dans la cuisine. La nuit de Noël, elle a chauffé la graisse jusqu'à ce que le feu flamboie. Elle a montré aux Blancs qu'une esclave avait de la force, et la cuisine de Sarah a tout remis en ordre. » La mélodie était assez simple pour être chantée par les travailleurs au champ, mais le message était révolutionnaire. La résistance était possible, la justice pouvait être servie, et parfois l'arme la plus puissante était le savoir accumulé au fil d'une vie de service.
Mais peut-être que l'impact le plus durable de l'histoire de Sarah fut la manière dont elle bouleversa fondamentalement la relation entre les esclaves et leurs maîtres dans toute la région, introduisant un élément de peur et d'incertitude dans ce qui avait jusque-là été un système fondé sur la domination absolue. Un changement qui contribua aux bases psychologiques de l'émancipation et à l'effondrement final du système de plantation, que l'on croyait aussi permanent que le cours de la Loire elle-même. L'histoire de Sarah du Delta nous oblige à affronter des questions inconfortables sur la justice, la vengeance et les complexités morales qui surgissent quand des êtres humains sont poussés au-delà de leur point de rupture. Son cas représente quelque chose d'unique dans les annales de la résistance servile, non pas une révolte spontanée née du désespoir, mais une exécution méthodiquement planifiée, utilisant les symboles mêmes de la domesticité comme instrument de libération. L'impact psychologique de ces actes se propagea bien au-delà des murs du domaine du Magnolia, transformant profondément les rapports de force entre esclaves et maîtres dans tout le delta et contribuant aux tensions croissantes qui allèrent précipiter la fin de l'esclavage. Sarah vécut le reste de ses jours à Bordeaux sous le nom de Sarah Grace, mourant paisiblement en 1905, exactement 38 ans après sa vengeance de Noël, soit le même nombre d'années passées en liberté que sous la servitude. Sa fille, Grace, devint une enseignante respectée dans le quartier Saint-Michel, sans jamais connaître toute la vérité sur le passé de sa mère, jusqu'à ce que la confession sur son lit de mort révèle que la femme qui l'avait élevée dans la dignité tranquille avait autrefois été l'esclave en fuite la plus recherchée du Delta. Le domaine des Moreau fut abandonné après le massacre, tombant finalement en ruine, bien que le folklore local prétende que, les nuits de Noël, les visiteurs puissent encore entendre l'écho des cris provenant de l'ancienne cuisine et sentir l'odeur persistante de chair brûlée mêlée aux épices de fête. Les implications plus larges de l'histoire de Sarah défient notre compréhension de la résistance, de la justice et des limites auxquelles l'être humain peut être poussé lorsqu'il est privé de tout recours légal. Ces actes soulèvent des questions philosophiques sans réponse simple. À partir de quand la survie devient-elle vengeance? Le meurtre peut-il être justifié comme une forme de légitime défense face à une oppression systémique? Et, peut-être plus troublant encore, combien d'autres Sarah ont existé dans l'ombre de l'esclavage, leurs histoires perdues au fil du temps faute de cette combinaison particulière d'opportunités, de savoir et de détermination impitoyable. Les archives historiques montrent que les accidents de cuisine impliquant de la graisse surchauffée devinrent étonnamment fréquents dans les plantations du Sud après 1867, bien qu'il reste impossible de savoir si ces drames étaient de véritables accidents ou des actes de résistance déguisés. Un mystère que l'histoire n'a jamais résolu. Et vous, qu'en pensez-vous? Sarah était-elle une meurtrière de sang-froid ou une combattante de la liberté utilisant la seule arme à sa portée? Avez-vous entendu des récits similaires de résistance dans les traditions orales de votre propre famille? Et comment concilier notre conception moderne des droits humains avec les réalités brutales de la survie sous l'esclavage? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a ouvert les yeux sur une facette de l'histoire qu'on ne vous a jamais enseignée, partagez-la et transmettez-la à quelqu'un qui doit entendre ces récits occultés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, car d'autres récits de résistance, de vengeance et de secrets sombres enfouis dans le passé de la France coloniale arrivent bientôt, y compris l'histoire d'une plantation de riz de Guyane, où une famille entière de contremaîtres disparut en pleine saison de récolte, et le mystérieux cas d'un domaine de tabac en Martinique, où les chevaux de prix du maître furent retrouvés morts dans leur stall sans cause apparente. D'ici là, continuez à questionner la version officielle de l'histoire, car la vérité est toujours plus étrange et plus complexe que ce qu'on nous a appris à l'école.